Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de la question des équipes fondatrices et de tous les problèmes que ça pose de s'associer. Je vais vous parler d'un truc, c'est qu'est-ce que je pense être une bonne équipe fondatrice. Une bonne équipe fondatrice, c'est une équipe qui arrive à se compléter pour fabriquer une sorte de personne qui est limite fusionnelle et qui arrive à atteindre un objectif qui est que vous arrivez à avoir à peu près toutes ces qualités qui sont écrites derrière moi, réunies dans une équipe. Alors ça, c'est un framework que j'ai très personnel de qu'est-ce que je cherche chez les gens quand je les prends dans The Family. C'est un framework qui est assez intéressant parce que vous verrez, par exemple, il n'y a pas le mot intelligence dans ce framework. Je pense que l'intelligence n'est pas un critère de fondation. De toute façon, les fondateurs sont rarement les mecs les plus intelligents des boîtes. Les bonnes boîtes sont fondées par des types qui n'embauchent que plus intelligents qu'eux, de toute façon. Donc l'intelligence n'est pas le critère, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Et en fait, tout ça, toutes ces qualités, alors elles sont assez moues, en fait. C'est extrêmement compliqué. Si vous me dites comment tu définis la détermination, bah, pour l'instant, je la définis comme ça. Ce n'est pas très facile de voir, mais par contre, relativement, on voit qu'il y a des gens qui, de toute évidence, sont plus déterminés que d'autres. Et c'est ça, en fait, la question. Et en fait, tout ça en fait, se repose sur une qualité première qui est le fondement de toutes les qualités, qui est le courage. Et le courage, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir appliquer toutes ces qualités. Et donc, je pense que la première chose à chercher chez un cofondateur, c'est le courage. Idéalement, si vous voulez maximiser vos chances de succès, vous devez monter une équipe extraordinaire. Et effectivement, monter une super équipe, c'est compliqué. Vous n'avez pas forcément le bon réseau, etc. Mais je vais vous dire, je vais vous le dire de cette façon-là, c'est que de toute façon, le boulot le plus dur quand on fait une boîte, c'est d'amener les 30 ou 40 premières personnes. Et que déjà, si sur les 3 ou 4 premières personnes, vous avez du mal, ça veut dire qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que soit vous avez un problème de conviction personnelle, soit vous avez un problème d'effort, soit vous avez un problème de prise de risque, soit vous avez un problème d'attraction du projet. Par exemple, une des choses qu'on refuse très souvent, c'est les single founders, sauf dans des cas très particuliers. Pour une raison très simple, c'est que souvent, mentalement, je me dis, si le type n'a même pas réussi à convaincre quelqu'un autour de lui, comment il va convaincre le monde? C'est un raisonnement qui peut être dur, mais souvent, vous remarquerez que les single founders, bah, ce n'est pas le seul problème de conviction qu'ils ont. Alors, ça se travaille. Et il faut prendre la question au sérieux. Et il y a toujours des alternatives et il y a toujours des gens. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. C'est comme le fait d'être célibataire, c'est un choix. Enfin, il y a un moment donné, on peut toujours finir par convaincre quelqu'un. Et c'est exactement la même chose avec les cofondateurs. Si on est tout seul, c'est parce qu'on a bien choisi d'être tout seul. Ça nous avantage bien. Alors, on se raconte des histoires. Récemment, on a eu un… et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, ce message est juste pour toi. On a un type qui est venu et qui nous a envoyé une dizaine d'emails d'insultes sur 48 heures parce qu'il est venu et on l'a reçu parce qu'il était tout seul et qu'on a voulu lui expliquer que ça ne se faisait pas d'être à ce point tout seul. Et son argument, ça a été de dire, en fait, si les single founders ne réussissent pas, c'est parce que personne ne veut les aider. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est cette obsession et ce mythe de l'aide. Les bons entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'on les aide. Les bons entrepreneurs réussissent parce qu'ils font des choses. Et ils les font tellement bien que, instinctivement, les gens qui repèrent le succès veulent se greffer à eux. Donc, est-ce que ça veut dire que vous devez absolument être une équipe fondatrice au tout début? Non. Il y a énormément d'histoires qui ont commencé par la volonté d'un type et qui, petit à petit, a réuni autour de lui une équipe fondatrice. Il y a une distance entre l'idée et l'équipe fondatrice. Et ça, c'est la grande confusion. C'est que souvent, en France, on pense que l'équipe fondatrice, c'est l'équipe qui a l'idée, ou que du moins le leader de l'équipe fondatrice doit être le mec qui a eu l'idée, encore pire. Et on va le faire très simplement, le leader de l'équipe, c'est le leader de l'équipe. C'est une tautologie, mais c'est une tautologie qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont de meilleures qualités que d'autres pour diriger des équipes,
faire que les gens travaillent, faire que les gens s'entendent bien et faire que les gens soient transparents entre eux. Et c'est toujours eux qu'il faut pousser dans les positions de leader. Il faut absolument reconnaître quel est son rôle. Est-ce que on est… vous voyez, je vais prendre un exemple très personnel. Je pense en connaître beaucoup plus sur les startups que Alice, ma cofondatrice. Pourtant, c'est Alice la CEO et pas moi. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai été CEO dans ma vie et j'étais un très mauvais CEO. Donc, j'ai coché cette case. Je connais mes qualités et mes défauts. Et deuxièmement, parce que je sais qu'une position beaucoup plus confortable est la position du visionnaire stratège, où vous avez un exécutant incroyable avec vous, et ce qui est exactement notre configuration. Et c'est pour ça que c'est très complémentaire. Parce que moi, j'ai le confort de pouvoir dire, ah ben voilà, voilà les idées de la semaine. Puis elle a le confort de pouvoir dire, on fait celle-là et on ne fait pas celle-là. Et parce qu'elle a un sens beaucoup plus objectif de moi, de ce qui est faisable ou pas faisable. Si on n'écoute que moi, franchement, on serait déjà sur Mars à bouffer avec des extraterrestres. Donc forcément, vous avez besoin de ramener ça à un niveau de concrétude. Maintenant, une équipe fondatrice, la seule façon de la bâtir, quand on n'a pas, c'est de faire du travail et de faire des projets. Et de créer un mouvement. Et la pire chose à faire, c'est quand on ne se connaît pas, de se parler d'un projet, de se parler d'une idée et de se dire, on va cofonder un truc ensemble. C'est exactement comme si dans un couple, alors vous allez voir, je vais faire énormément de références au couple parce que je pense que c'est pire qu'un couple de fonder une boîte. Mais c'est un peu comme si dans un couple, on se disait, bon bah voilà, je trouve que tu as l'air pas mal, tu fais la bonne taille, tu as la bonne couleur de cheveux, est-ce que tu veux m'épouser? Direct. Et vous connaissez même pas son prénom. Non, je trouve juste là, de loin, la checklist a l'air bonne. Et c'est cette vision et c'est cette culture de la checklist qui fait que énormément d'équipes fondatrices tournent mal. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître, ils n'ont pas pris le temps de sortir, ils n'ont pas pris le temps de coucher ensemble, ils n'ont pas pris le temps de faire toutes les choses de la vie qui amènent à un moment où on se dit, putain, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on arrive à ce moment, mais on arrive à un moment où on se dit, j'ai envie d'être avec quelqu'un forever. Et quelque part, les vrais bons cofondateurs, c'est des gens où vous n'imaginez pas passer une journée sans eux. Ça, c'est le premier bon test mental. Si vous atteignez ce stade qui est un stade où vous vous dites, putain, je ne sais pas comment je ferais pour faire sans eux, ben là, vous avez un cofondateur. Et si vous pouvez répondre à la question, ah bah s'il n'y avait pas lui, il y aurait lui, ça, c'est un très bon employé. Et c'est ça la différence entre un cofondateur et un employé. C'est qu'un cofondateur est quelqu'un d'indispensable. Et c'est pour ça que les équipes fondatrices ont des rôles complémentaires. Dans une équipe fondatrice, vous avez le CEO, d'accord? C'est le chef. Alors, je sais que ça, c'est un autre point très classique de Discord, etc. Il y a forcément un chef dans une équipe. Il peut y avoir des très fortes personnalités. Il peut y avoir plein de gens qui ont le droit de prendre des décisions. Mais à un moment ou à un autre, dans la hiérarchie des décisions, il y en a forcément un qui a son mot à dire contre tous les autres. Et cette légitimité, malheureusement, ne se décrète pas, et je dis malheureusement parce que c'est compliqué, cette légitimité, elle se bâtit. Et au début, c'est une légitimité de fait parce qu'on s'est mis d'accord pour donner la casquette du CEO à quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose qui se gagne tous les jours. Et notamment, à ne surtout pas confondre fondateur, CEO et idée. Alors, les gens qui me connaissent un peu savent que je pense des idées, ce n'est pas ma passion. L'idée ne bâtit pas la légitimité fondatrice. Deuxième chose, c'est qu'une idée n'est pas une entreprise. Il y a une distance extrêmement grande entre les idées et les entreprises. Et ce n'est pas parce qu'on a une idée qu'on a une entreprise. On a une entreprise parce qu'on se lève tous les matins et qu'on travaille. C'est une distance terrible. Moi, j'ai 50 idées par jour. Je n'ai pas 50 entreprises qui se créent par jour. Ce serait mon rêve, moi. C'est le syndrome du Fiat Lux. Vous pensez la lumière et la lumière est. Et ben, je rêverais de ça. Je rêverais de pouvoir me mettre tous les matins devant ma glace et dire j'aimerais que… et bam. Mais ça ne marche pas. Il faut des gens, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut du commitment, il faut de la prise de risque. Et le fait d'avoir eu l'idée, encore une fois, ne garantit absolument pas le rôle de leader. D'ailleurs, on va en parler, la répartition du capital, etc. Mais je suis tombé sur un site qui s'appelle Founder avec .er, où vous répondez à des questions et ça vous donne la répartition du capital. J'ai jamais vu un site aussi débile de ma vie. J'ai écrit un email d'insulte ce matin au mec.
Et dedans, notamment, il donne plus 10% au mec qui a l'idée. J'étais là, mais bien sûr, mec, et bah, c'est ça. Maintenant, quand je vais donner une idée, je vais prendre 10% de la boîte. Super comme tarif. C'est n'importe quoi. Enfin, ces types qui pensent qu'il y a des… En fait, c'est tous les gens qui pensent que dans la vie, il y a des choses justes. Et il y a des choses faire. Le faire et le juste, ça n'existe pas. Les philosophes ont réglé cette question depuis très longtemps. La seule chose qui compte, c'est le rapport de force. Donc, si vous êtes une méga star et que vous avez un petit jeune qui veut s'associer avec vous et vous lui dites bah, ce sera 5,95, et ben vous êtes une telle méga star que le mec dira oui. Si par contre vous êtes deux tocards ayant le même âge, ayant à peu près le même niveau d'expérience et ne sachant pas quoi faire, bah, ça apparaît égal. Je veux dire, il faut arrêter ces conneries comme quoi il y aurait une bonne répartition et une mauvaise répartition. Et de toute façon, toutes les équipes qui mettent plus de 5 minutes à parler de la répartition du capital sont des équipes mortes. Mortes. Et d'ailleurs, et je peux en faire témoigner des mecs qui ont parlé longtemps et qui ont fini par mourir. J'en ai une collection pleine. Hein. Enfin, et quand vous leur dites, putain, c'est mal barré les mecs. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un truc pareil, vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez des couples amis comme ça. Moi, je commence à en avoir parce que je pense que c'est l'âge qui arrive. Et de plus en plus de gens dans mon entourage qui rompent parce que les mecs découvrent après 7 ans de relation qu'il y en a un qui veut des enfants et pas l'autre. Et moi, à chaque fois, je n'ose jamais le dire. De toute façon, ils ne regardent pas ces vidéos-là, mes potes. Donc. Mais moi, à chaque fois, la question que je me pose, c'est comment vous avez fait pour passer 7 ans sans en parler? Non, sérieusement. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, en y réfléchissant, je me rends compte que ce n'est pas qu'ils passent 7 ans sans en parler. C'est que pendant 7 ans, les mecs pensent qu'ils vont changer l'opinion de l'autre. Ce qui est quand même la blague suprême. Et en fait, il y a des choses fondamentales qui sont proches de la religion qu'on ne change pas chez les gens. Et que si elles doivent changer, ce ne sera pas grâce à vous, mais ce sera malgré vous. Et qu'une équipe fondatrice, il faut absolument être compatible sur un nombre de choses visionnaires. Si vous êtes dans le B2B, vous ne vous associez pas avec un mec qui veut faire du B2C, etc. etc. Vous devez absolument être aligné là-dessus. Tout le monde a des idées. Et d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un vient ici, il me dit « Oui, j'ai envie de fonder une boîte parce que j'ai une super idée », je pose toujours la question « N'as-tu qu'une idée ?» Vraiment. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives à cette pauvreté créative-là? Mais ce qui fonde une boîte, c'est le courage, la passion, la ténacité de l'équipe fondatrice qui transforme les idées en entreprise. C'est ce qui fait que face aux obstacles, vous allez les surmonter les uns après les autres et qu'il n'y a rien qui va être impossible. Et d'ailleurs, il y a une leçon très amère que vous prenez en tant qu'investisseur et qui est vraiment terrible parce que vous ne voulez jamais regarder les gens dans les yeux et leur dire. Mais si vous êtes dans la position de voir énormément de dossiers, vous vous rendez compte que les gens peuvent vous pitcher bien, mal, être bons dans leur cohérence, etc. La vérité, c'est que la différence entre un projet qui marche et un projet qui ne marche pas, c'est l'équipe. C'est rien d'autre. Et c'est flippant à quel point c'est vrai. À tel point que, par exemple, moi, j'ai arrêté de regarder les idées qui rentraient dans The Family. Je fais semblant d'écouter quand les gens m'en parlent, mais j'ai arrêté. C'est trop de pollution mentale. Mais par contre, regardez le nombre de trucs qui paraissent impossibles sur le papier et vous tombez sur le mec magique qui ouvre toutes les portes et vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est hyper mystérieux parce que le type a une relation intime avec le truc, parce que le type a compris des choses que personne d'autre n'a compris, parce que le type a du charisme. Notamment, il y a une histoire que j'aime beaucoup, dont un jour je m'en suis rendu compte. À un moment, j'étais très malade, j'avais des allergies et j'avais la flemme d'aller chez le médecin demander une ordonnance. Et donc, je jouais à un jeu, c'est rentre dans une pharmacie et demande un médicament qui est sur ordonnance et qui est limite une drogue sans avoir d'ordonnance. Et demande et donc va le faire. Et donc, j'ai été le faire, j'ai demandé et on m'a filé le médicament. Et ensuite, j'ai envoyé Erika à la pharmacie, elle a demandé et ils ne lui ont pas donné. Et finalement, elle a été dans une autre et ils lui ont donné. Et puis, j'ai demandé à un autre ami, il ne l'a pas eu. Et puis moi, j'y suis retourné, ils me l'ont donné. Et j'ai commencé à jouer à ce jeu-là. Je me dis, est-ce que je peux vraiment obtenir des trucs sans avoir aucun papier? Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais à demander des choses qui étaient impossibles et que les gens le fassent. Je ne sais pas, peut-être parce que je leur demande sur un ton suffisamment dur pour qu'ils aient peur. Ou je ne sais pas trop, peut-être la barbe. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est exactement la même chose sur les cofondateurs. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez l'app Uber, je pense à ça.
Mais Uber a été fondé à San Francisco un an avant Uber par deux types extraordinaires. Et c'est complètement flippant. Ils se sont complètement plantés. Ça n'a jamais marché. Pire business du monde. Et Travis et l'autre là ont fondé Uber et Jonathan. Et ça a cartonné. Et qu'est-ce qu'il y a comme différent? Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est le même design d'app. C'est les mêmes boutons. C'est les mêmes trucs. Et d'un côté, tu as des types qui ont fait $1 million le premier mois. Et de l'autre, tu as des types qui ont arrêté, quoi. Enfin, et ils ont passé 1 an et demi de leur vie à perdre leur santé. Et c'est quoi la différence entre Travis et l'autre? Je sais pas dire. Enfin, qu'est-ce qui fait que quelqu'un vienne vous voir et vous dise quelque chose? C'est comme quand vous faites des jurys de start-up. Vous jouez, il y a des gens, ils viennent, ils vous disent des choses. Puis vous y croyez pas, puis vous y croyez pas. Puis à un moment, il y a un type qui vous dit un truc, vous dit ouais, trop. Puis en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun élément objectif qui fait que vous ayez envie de plus croire à ça que tout ce qui a été dit avant. Et donc finalement, si vous voulez, à mon avis, pour être un bon entrepreneur, le premier truc qu'on devrait faire, c'est prendre des cours de théâtre. Je pense. Mais voilà. Donc, première chose, la question, c'est le CEO. Pendant très longtemps, je pensais que le CEO pouvait être mauvais et si le reste de l'équipe était bonne. Et un jour, j'ai rencontré un marin qui m'a raconté des trucs très drôles. La première chose qu'il m'a raconté, c'est que sur un bateau, il est interdit d'avoir 2 officiers sur le pont. Pourquoi? Parce que quand il y a 2 officiers sur le pont, le taux d'accident explose. Parce que l'officier supérieur pense que l'officier inférieur a vu le rocher là devant. Et l'officier inférieur pense que l'officier supérieur l'a vu, c'est tellement évident comme truc, il va quand même pas le vexer. Et puis on se prend le rocher. Et donc, à cause de ça, la marine a fait un système qui est à chaque fois qu'un officier supérieur rentre sur le pont, l'officier inférieur sort du pont. C'est la règle. Et donc, dès qu'il y en a un donc il y a toujours des quarts de relève comme ça. Et en fait, l'autre point, c'est que sur un bateau, même si l'équipe est super bonne, si le capitaine fait n'importe quoi, le bateau chavire. Et ça, tous les marins le savent. Tous les marins savent l'importance d'avoir un bon capitaine. Il n'y a qu'à voir dans les sociétés, prenez les sociétés pirates dans les Caraïbes. C'est quand même les sociétés les plus libertaires qui ont existé. C'est quand même une forme d'anarchisme extrêmement fort, qui refuse la hiérarchie, qui refuse à peu près tout élément de l'ordre ancien et du monde catholique. Et quelle est la seule hiérarchie sociale qu'ils ont gardée? C'est le capitaine sur le bateau. Et pourtant, le capitaine, à tout moment, s'il ne fait pas son boulot, c'est mutinerie à l'eau et on nomme un nouveau capitaine. Les mecs se sont jamais dit on va faire un conciliator et on va gérer de façon démocratique le bateau. Il n'y a jamais eu de bateau géré de façon démocratique dans les sociétés pirates, alors que le capitaine n'avait pas le droit Enfin, vous avez quand même 60 pirates sur le bateau, quoi. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas de légitimité, vous passez par-dessus l'eau dans les requins avec un sabre au milieu du ventre, quoi. Et en fait, une start-up, pendant très longtemps, ça ressemble exactement à un bateau pirate. C'est-à-dire qu'il y a un capitaine, mais la légitimité de ce capitaine n'est bien que le pouvoir que les cofondateurs lui donnent. Et c'est rien d'autre. Et cette légitimité, il faut la bâtir tous les jours et tous les jours et tous les jours pour que petit à petit, ça devienne une forme de naturalisme. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens se disent « Ah oui, mais c'est toujours été comme ça, il est le chef et c'est extraordinaire. » Il ne faut pas avoir été remis en cause. Et la pire façon de gérer ça, c'est par le leadership collectif. Il y a un seul modèle dans lequel le leadership collectif fonctionne, c'est le modèle consulting. Si vous êtes une agence, le leadership collectif a un avantage extrême, c'est qu'il vous permet en fait de gérer le travail et d'absorber le travail de façon collective. Ouais, bah là j'ai trop de boulot sur ce dossier, tu vas le prendre avec moi et puis... Mais en fait, ça, ce n'est pas des entreprises au point de vue scalable. C'est-à-dire que ces entreprises-là ne se définissent que par la force de travail des agents qui sont dedans. Il n'y a aucun rendement croissant. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas plus par nouveau client que vous avez gagné sur le précédent. Et donc, vous avez intérêt à avoir une bonne ambiance. Et la meilleure façon d'avoir une bonne ambiance, c'est d'avoir des organisations très flat. Regardez les grands cabinets d'avocats. Il n'y a pas de chef dans un grand cabinet d'avocats. Regardez les grandes sociétés de capital d'investissement. Pas de chef. C'est un truc où tout le monde doit être à peu près d'accord pour garder la cohésion du groupe, se sentir bien.
Mais les boîtes qui ont des leaderships de ce côté-là, donc vraiment des gens qui essaient de bâtir des business models scalables, répétables, profitables, ça finit toujours de la même façon, ça finit en faillite. Et s'il y a un élément que vous n'avez pas envie, c'est de vous retrouver dans la situation où vous ne savez pas qui dirige. Et notamment, c'est très dur, et ça au début des projets, c'est toujours très compliqué quand vous avez des fortes personnalités qui essaient de prendre de la place. Parce que les gens autour, ils ne savent jamais qui est vraiment le chef, quoi. Ils se disent, putain. Mais c'est pour ça qu'à un moment, il faut que l'un des deux dise, OK, bon, bah, le dernier mot, c'est lui, et puis c'est réglé. Ça ne veut pas dire que vous devenez un truc administratif où tout doit passer par un seul type et le type devient un bottleneck, quoi. Faut éviter les goulots d'étranglement. Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui a le droit de revenir en arrière sur n'importe quelle décision qui a été prise par n'importe qui et qui peut dire, bon, bah, t'as fait ça, mais je suis désolé, il ne fallait pas le faire, on revient en arrière. Et c'est en fait c'est ce pouvoir-là qui est le vrai pouvoir du CEO. C'est un pouvoir a posteriori et non pas a priori. Et c'est la différence avec les autres qui, quand le CEO fait quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord, on ne revient pas en arrière. Vous voyez la différence? Et en fait, c'est ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir faire revenir en arrière les gens sur des décisions qui ont été prises. Bah, tu as promis d'embaucher tel type, bah, je suis désolé, tu vas aller lui expliquer que c'est plus d'actualité. La prochaine fois, donne pas ta parole trop vite. Les grands CEO, et si vous avez… Retenez un truc. Être un bon CEO, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à la base. Et c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours comme être un sportif de haut niveau. Et vous devez extrêmement tôt dans votre aventure entrepreneuriale décider pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez envie de bâtir une boîte qui va tenir très longtemps et que vous allez diriger le plus longtemps possible? Ou est-ce que vous êtes là parce que vous avez envie de passer un bon moment, gagner un peu d'argent et partir en vacances? Il n'y en a pas un qui est mauvais, il n'y en a pas un qui est bon. C'est juste des choix. Et ces choix permettent d'être très cohérents par rapport à ce qu'on fait dans la boîte et l'image qu'on donne. Et notamment, si vous êtes dans un groupe et que vous vous demandez lequel devrait être le CEO, en général, le CEO, c'est celui qui a le plus grand pouvoir de distorsion. C'est cette capacité à transformer un trombone en maison en moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, mais c'est un type qui échange un trombone contre des trucs. Et par troc successif, il finit avec une maison 2 ans plus tard. Ben ça fait des très très bons CEO. Parce que d'un seul coup, à chaque fois, il a obtenu plus que la valeur objective de ce qu'il a troqué. Parce que s'il obtenait à chaque fois la valeur objective, ben, il aurait fini avec un trombone. Il aurait échangé des trombones pendant 2 ans. Il aurait peut-être fini avec le plus beau des trombones, mais il n'aurait pas fini avec une maison. Et c'est exactement la même chose, c'est que vous devez travailler ce pouvoir de diffusion. Alors moi, il y a des jeux auxquels je joue beaucoup pour entraîner ça tous les jours. Notamment le jeu de raconter des choses invraisemblables aux gens et de voir s'ils le croient ou pas. Il y a beaucoup de victimes ici. mais vous voyez, ce genre de jeu crée la bonne ambiance. Et vous avez envie de faire ça. La deuxième chose que les bons CEO ont, c'est le confort dans le chaos. En général, les gens de process ne sont pas les CEO. Les gens de process sont les amis des CEO. C'est les types qui viennent ramasser tout ce qui ne va pas derrière avec eux. Mais si vous voulez une image de ce qu'est un CEO qui avance, c'est quelqu'un qui, en avançant, crée une tonne de chaos et qui a une super équipe qui range tout derrière. Un peu comme dans Wall-E, vous savez, vous voyez, puis il y a des petits cubes derrière qui passent derrière lui. Et en fait, notamment le chaos et surtout l'incertitude. La pire chose qui puisse arriver dans une entreprise, c'est de ne pas prendre de décision parce qu'on ne sait pas. Au début, on a très très peu d'infos. Un bon CEO, vous savez pourquoi? Par exemple, on dit souvent que c'est le CEO qui doit prendre les décisions. Et alors les gens disent, oui, c'est parce que c'est le mec le plus intelligent de la boîte. La bonne blague. Non, c'est parce que c'est juste le mec le plus informé de la boîte. Et qu'à intelligence équivalente, vaut mieux avoir plus d'infos que plus d'intelligence. Que l'intelligence a très très peu d'impact pour prendre de bonnes décisions. Et que le problème, c'est qu'au début, vous avez très très peu d'infos. Et que donc, il faut quand même prendre les décisions et avancer. Et il n'y a rien de pire que d'attendre plus d'1 heure pour la moindre décision dans une start-up. Dès que vous commencez à réfléchir, vous êtes perdu. Je sais que ça peut paraître étonnant et je sais que vous adorez réfléchir à plein de choses.
que c'est vachement agréable de réfléchir et que c'est vachement satisfaisant. Mais réfléchir, c'est un truc d'entreprise, ce n'est pas un truc de start-up. Tant que vous n'atteignez pas un stade où vous avez du capital d'avance, ça ne sert à rien de réfléchir. Et entre les types qui réfléchissent et les types qui font toutes les conneries le plus vite possible, c'est toujours ceux qui font les conneries qui marchent le mieux. Et après, c'est un jeu. Évidemment, vous ne devez pas faire trop de conneries. C'est toujours une question d'instinct. Mais c'est la différence entre jouer une partie d'échecs en blitz et jouer une partie d'échecs de façon lente et réfléchie au timer. Quand vous êtes une startup, par définition, vous n'avez pas de timer parce que vous n'avez pas de capital. Donc, vous devez jouer en blitz. Et quand on joue en blitz, on fait plein d'erreurs stratégiques. Les bons joueurs de blitz ne sont pas les mecs qui ne font aucune erreur. Les bons joueurs de blitz, c'est les mecs qui arrivent à réparer leurs erreurs extrêmement rapidement. Ils jouent un coup, ils se disent « Putain, merde, j'avais pas vu cette case-là. Oh merde, l'autre l'a pas vu. » Et comme vous êtes dans un environnement où les gens en face jouent aussi extrêmement vite, vous pouvez aussi compter sur le fait que les gens en face fassent des erreurs. C'est pas un environnement. Souvent, quand on parle avec les entrepreneurs, on a l'impression qu'ils sont dans un environnement où ils sont les seuls à faire des erreurs et personne dans le monde d'autre ne fait d'erreurs. Et donc, ils veulent absolument ne pas en faire pour ressembler au monde, alors qu'en fait, alors que ce n'est pas le cas. Les erreurs sont extrêmement courantes. Donc, ce CEO a une équipe fondatrice et les deux raisons principales pour lesquelles les startups font faillite sont le manque d'argent et les conflits entre fondateurs. Il n'y a pas d'autre raison. Et vous imaginez pas le nombre de… Alors, le manque d'argent, ça c'est quand on n'a pas de croissance. En général, on manque d'argent parce qu'on a fait un truc dont tout le monde s'en fout. Parce que quand on fait un truc que les gens veulent, il y a toujours quelqu'un pour remettre de l'argent même quand vous n'en avez plus. C'est assez magique, ça. Mais les conflits entre fondateurs, c'est une cata et vous n'imaginez pas à quel point ils sont courants, à quel point ils sont destructeurs et à quel point ils auraient pu être évitables si les gens avaient eu un niveau d'exigence par rapport à eux-mêmes et par rapport aux gens avec qui ils s'associent beaucoup plus élevé. Et ça aide si l'équipe a déjà travaillé ensemble, mais ce qui est essentiel est le respect mutuel et la confiance. Donc évidemment que, par exemple, Alice, je l'ai rencontrée parce que j'ai travaillé pour elle au camping. Et au camping, j'ai pu assister à des nombreuses scènes où j'ai bâti de l'admiration pour elle. Et forcément, vous avez besoin d'admirer vos cofondateurs. Nicolas Collin, c'est quelqu'un avec qui j'échange intellectuellement depuis 5 ans. Et ça fait 5 ans que j'ai des wow effects intellectuels. Où je reçois des fois des emails et j'ai des grands moments d'émotion. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi intelligent, quoi. C'est incroyable. Et vous avez besoin de bâtir ça. Et ça peut prendre du temps. Donc, ne vous sentez pas obligé de vous associer immédiatement. D'ailleurs, regardez votre projet. Votre projet a énormément de travail préalable avant qu'il soit votre projet. Au lieu de présenter votre très grande vision et votre vision finale, parlez aux gens de simplement la première brique que vous avez envie de faire ensemble. Supposons que, parce qu'en fait c'est un peu ce qui s'est passé au camping, mais supposons que j'ai envie de fonder The Family, je cherche des associés et je ne sais pas avec qui le faire. Ben, il y a 2 façons de faire. Première façon, c'est d'aller voir les gens et de leur dire « je veux faire The Family, il faut que tu t'engages sur 10 ans avec moi, voire 20 ans, que tu oublies ta vie personnelle et que tu me fasses confiance parce que c'est la bonne idée. » Ça vous rappelle un truc en termes de relations personnelles, ça? Bonjour, on fait des bébés, mais je ne connais même pas ton nom. Ou sinon, vous avez la stratégie du « ça te dit de prendre un verre ». Et alors l'équivalent de « ça te dit de prendre un verre », c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, faisons un projet simple, achevable en 2 semaines, juste pour voir comment ça se passe, et puis avec aucune garantie que ça recommence après. Enfin, je ne vais pas parler de ma vie personnelle, mais aucune garantie que ça recommence après. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ça recommence après. Et donc, ce que vous avez envie de faire, donc dans notre cas, ça aurait été quoi s'il n'y avait pas eu le camping? Il y a eu le camping, c'était génial, parce que c'était cette forme-là. Moi, je suis rentré au camping en tant que mentor. Genre, le mentor, il y a 90 mentors au camping. Et c'est un mec qui vient et qui dit « Ouais, c'est de la merde ce que tu fais, tu vas voir, on va faire mieux. » Un truc qui me lourde le plus au monde. Déjà, à chaque fois, les gens me disaient « Ouais, t'es mentor au camping ?» Je disais « Non, je ne suis pas mentor. » Ça me rendait malade qu'il y ait marqué quelque part. Et sur le site, il y avait ma photo avec écrit mentor, je le vivais super mal.
Mais bon, je l'ai fait quand même, quoi, juste. Et puis, ça s'est super bien passé. Alors, je suis devenu lead mentor. Parce qu'il y a des lead mentors. Et les lead mentors suivent une boîte. Et puis, ça s'est tellement bien passé que je suis devenu entrepreneur en résidence. Alors là, déjà, ça me plaisait plus. L'entrepreneur qui vit là, tu vois. mais cette histoire, c'est pas bâtise. Enfin, on n'a pas bâti tout ça en se disant, a priori, on va aller fonder un truc ensemble. Non, il y a un moment, ça s'est imposé à nous qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. Et comme dans tout bon couple, il y a eu des moments de flip. Moi, j'en ai pas eu, mais Alice m'a dit un matin, je me suis levé, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je suis en train de quitter un truc qui marche, où tout le monde me connaît, où c'est un truc incroyable pour aller fonder un truc, pour aller fonder une famille avec Oussama, quoi. Enfin, qu'est-ce que je fais? Et cette peur n'a pas duré très longtemps. Si cette peur avait duré longtemps, et si elle était venue me voir en me disant, ouais, je suis pas sûr, j'ai besoin de garantie, est-ce que tu vas vraiment m'aimer dans 2 ans? Est-ce que tu seras encore là pour moi? Ça aurait été fini, quoi. C'est absolument pas comme ça qu'on construit une bonne histoire. On construit justement une bonne histoire dans l'incertitude. Mais sauf que cette incertitude, la pire façon de l'établir, c'est de mettre tout de suite la muraille de Chine à traverser. Faut passer étape par étape. Et donc, la meilleure façon de trouver des cofondateurs, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de copains, quand on n'est pas ami avec un type depuis qu'on a l'âge de 4 ans et qu'on a envie de faire un truc avec lui, ou qu'on n'a pas rencontré depuis la première année à l'école, et que donc on est seul, et ben, il y a une seule façon de faire, c'est de trouver des excuses pour réaliser des choses courtes qui vont aider sur le long terme pour réussir sa boîte. Par exemple, faites un micro-projet. Faites un Excel et allez le vendre à 50 cabinets, à 50 startups. Et proposez à quelqu'un de simplement faire l'Excel avec vous. Parlez pas de votre boîte, parlez pas de votre vision. Je sais qu'on forcément, quelque part, par exemple, les gens ne me demandent jamais quelle est la vision derrière The Family. Et je ne la dirai pas devant une caméra. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, une vision, c'est quelque chose d'intime. J'ai jamais compris pourquoi tout le monde venait et saouler les autres avec une vision. C'est comme si vous venez et que je commence à vous raconter toute ma vie. Alors ouais, à 4 ans, je me sentais pas très bien, j'avais des problèmes à l'école. Puis 20 ans plus tard, quoi. Et vous voulez juste savoir comment je m'appelle. C'est exactement la même chose de parler d'une vision. Évidemment qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin, pour vous lever le matin, de vous dire dans 40 ans, je serai Warren Buffett. Un peu révéler la vision. Mais évidemment que vous avez besoin de ça, parce que sinon, comment vous voulez admettre une vie où vous avez juste plus rien d'autre dans votre vie que ça? Forcément que vous avez besoin que ce soit drivé pour autre chose. Mais vous n'avez pas besoin d'en parler aux autres. Ce dont vous n'avez pas besoin de parler aux autres, c'est tout ce qui va vous faire avancer une semaine de plus, puis 2 semaines de plus, puis 3 semaines de plus. Et c'est ce qui va créer un mouvement et c'est ce qui va créer… Et n'oubliez pas, vous savez, c'est toujours… c'est un coup très classique du type ou de la fille qui se met avec le premier mec ou la première fille venue juste par peur d'être seule, et puis qui la quitte parce qu'elle trouve beaucoup mieux, et puis qui quitte parce qu'il trouve beaucoup mieux, etc. Ben, c'est un peu la même chose, c'est que vous devez avoir la liberté de pouvoir quitter quelqu'un. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri de rencontrer un type exceptionnel. Et en plus, au passage, les cofondateurs, c'est forever le temps de la start-up. La vérité, c'est qu'une fois que vous devenez une entreprise, c'est-à-dire que vous avez un business model profitable, scalable, répétable, c'est très, 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 très rare que l'équipe fondatrice reste en place. C'est extrêmement rare. J'ai même pas d'exemple en tête. Google, Brin ne travaille plus. Il fait Google X, il s'amuse, tu vois. Il achète des voitures qui volent et des centrales nucléaires, mais c'est pas le type qui est tous les matins à regarder les performances d'AdWords et aller courir derrière les mecs. Alors, pourquoi la ligne de code n'est pas sortie? Comme il faisait il y a 5 ans. Facebook, j'en parle même pas. Facebook, ça a été… il y a Zuckerberg, c'est tout. Mais eux, c'était le bordel, c'était un kibbutz, ils étaient trop. Facebook, c'est l'exemple même de la cofondatrice team tellement foutue à l'envers que ça a failli tout faire péter et qui ont eu la chance d'être rattrapés non pas par du succès, mais par un succès exceptionnel. Et c'est la seule chose qui les a sauvés. Parce que putain, dans le genre équipe foirée depuis la base, ça se pose là quand même. Entre le mec qui a jamais rien foutu, qui est en stage à New York, le mec qui comprenait juste pas ce que Facebook était,
celui qui aimait trop la coke et les filles. Enfin, je veux dire, tu pars avec des boulets, quoi. Tu te les traînes. Le mec s'est dit, je vais monter l'Himalaya et en plus, je vais le faire avec 3 boulets. Je suis un ouf. De 2 tonnes à chaque pied. Non, non, j'arrive pas à trouver d'exemple. Oracle, j'en parle pas, il a tué tout le monde. Il y a des versions sanglantes, il y a des versions non sanglantes. Il y a des versions où les gens, naturellement, étape par étape, perdent, comme Criteo, où ils ne sont même pas vraiment partis, mais ils sont tous en mode cool et ils font des projets de long terme, et ils font de la strat, et ils font tu vois, des trucs de vacances, quoi. Et puis il y a tous ceux où il y en a un qui a flingué l'autre, quoi. C'est moins jojo, quoi. Donc, vous savez, un truc que je détestais aux États-Unis, c'est le dating. Mais un truc que je vous recommanderais, c'est de dater vos cofondateurs pour être vraiment sûr. Et finalement, c'est peut-être pas pour rien que les Américains produisent tellement de bonnes startups. C'est parce qu'à mon avis, ils appliquent à la cofondation ce qu'ils font dans leurs relations interpersonnelles avec leur fameuse checklist, 3 rendez-vous, premier baiser, couche pour la première fois ensemble, je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs qui rendent n'importe qui de sain dingue. Mais en fait, pour bâtir une équipe fondatrice, c'est extrêmement sain. Parce que vous avez besoin de temps pour vraiment voir et vraiment évaluer les gens. Le choix d'un cofondateur est la décision la plus importante que vous prendrez lorsque vous démarrez votre entreprise. Et cette décision va avoir un impact pendant très 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 longtemps. Donc, votre cofondateur sera comme votre conjoint. Et la première règle d'un couple, c'est qu'il ne faut pas être trop nombreux. Vous avez vu quand on sort au restaurant et qu'on est plus de 3, le bordel que c'est de choisir un resto. C'est des trucs qui me rendent dingue, moi. Genre, tu n'as plus de 3 personnes qui veulent sortir et le resto n'a pas été décidé, mais tu es bon pour une semaine de discussion, quoi. Avant de finir à la pizzeria du coin, quoi. Le truc le plus pourri. Parce qu'en plus, vous êtes beaucoup, alors c'est difficile d'aller dans des bons endroits et tout, parce qu'il n'y a pas de place. Parce que vous avez mis tellement de temps à choisir qu'il n'y a plus de place nulle part. Et en fait, ce phénomène-là est exactement le même quand vous fondez une boîte. C'est-à-dire que tout seul, c'est trop dur. À 2, c'est pas mal. À 3, c'est souvent parfait. À 4, ça commence à devenir le bordel. À 5, ça n'existe plus. À 6, c'est un kibbutz. Il y a 7, j'ai vu 7 une fois. À 7, la boîte n'existe jamais en fait. Le truc n'existe jamais, c'est simple. Et pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué de prendre une décision et c'est extrêmement compliqué de s'aligner et d'être dans l'informel. Votre cofondateur sera également fondamental pour établir la culture de l'entreprise et l'éthique de travail. Si vous voulez savoir comment on fait une bonne start-up, on fait une bonne start-up en instaurant une culture extrêmement forte. Et alors, c'est quoi la culture? La culture, c'est ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Alors, vous savez, il y a toutes les boîtes du monde qui ont des trucs débiles du genre nos 10 valeurs sont le courage, la passion, l'engagement, je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est insupportable ces trucs-là parce que ça, c'est pas une vraie culture. En général, une vraie culture, ça se résume à une phrase, et une seule. Par exemple, Google, don't be evil. Et c'est une phrase sur laquelle des dizaines de milliers d'employés peuvent faire de l'exégèse pendant des dizaines d'années. Ouais, mais est-ce que AdWords, c'est evil? Est-ce que si on met des images? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait don't be evil. Et en fait, c'est ça une vraie culture. Et que comme il y a besoin d'exégèse, il y a besoin d'arbitre. Et comme il y a besoin d'arbitre, vous avez besoin d'avoir une homogénéité parfaite entre les cofondateurs. Parce que vous n'avez pas envie qu'il y en ait un qui dise en termes de culture, on va à droite, et qu'un autre dise en termes de culture, on va à gauche. Par exemple, prenons le cas de The Family. The Family, on se targue d'avoir une culture relativement radicale et de prendre des positions relativement clivantes. S'il y avait un seul des cofondateurs qui était gêné par ça, et contrairement aux apparences, même s'il y en a un qui a l'air très timide, une très fantasque et l'autre très violent, en fait, c'est un élément de barbarie qu'on partage très, très, très profondément. Mais à tel point que l'un des enjeux que j'avais au début, c'est quand, comme moi, je connaissais 2 fondateurs et qu'eux ne se connaissaient pas, et que j'avais été le bridge entre les deux, je me suis toujours dit, mais comment ça va tourner cette histoire? Et ça a très très bien tourné, parce qu'au-delà des différences de style, au-delà de ne pas être d'accord sur des détails complètement insignifiants, qui font que des fois, il y a des gens qui disent, ouais, on va faire A plutôt B, puis en fait, ouais.
Puis, en fait, assez rapidement, on décide de faire C. Et puis D, puis E, puis F. mais tout ça, en fait, est appuyé sur des choses extrêmement fondamentales et des croyances très, très profondes, en fait. Et c'est des croyances qui sont profondément culturelles. Moi, je peux vous les dire. C'est même pas des valeurs, c'est des prémices cachées à l'ensemble de choses qu'on fait. La radicalité, c'est notre motto. On n'en a rien à faire de se mettre qui que ce soit à dos. Mais rien à faire. C'est un truc. Nous, on pourrait faire un tableau de tous les gens qu'on a vexés. J'en suis très fier. Ça me touche absolument pas. Ça m'empêche pas de dormir. Je ne suis pas en mode oh, mon Dieu, il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Non, on n'a pas besoin d'être aimé des gens. On s'aime assez nous-mêmes. Donc, pas besoin de place pour les autres. Et tout ça, en fait, ça crée une culture. À tel point que résultat, même des gens qui sont relativement pas dans cette culture et qui sont relativement gentils à la base, on les voit on les voit se corrompre petit à petit. Parce que c'est une ligne extrêmement homogène. Un autre point qu'on partage, on pense que 70% des emplois qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître dans les 50 prochaines années. C'est extrêmement fort comme thèse. C'est ces genres de thèses, vous pouvez faire des soirées entières à en parler. Bah, ça ne fait pas débat chez nous. Que ce soit Alice, Nicolas ou moi, c'est une thèse qu'on partage profondément. Pour nous, c'est déjà arrivé. Alors, si on a tort, bah, raté. Mais si on a raison, on va prendre cette vague et on va surfer dessus mieux que n'importe qui. Parce que ce n'est pas une vague, c'est un tsunami. Et que la seule façon de surfer sur un tsunami, c'est de l'avoir vu émerger au large très, 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 très loin. Mais par contre, si ce n'était pas un tsunami, en fait, la vague ne vous emporte pas et vous crevez au milieu de l'océan de faim, quoi. Donc forcément, il y a une part de risque dans le fait d'établir des valeurs. Alors, quelques critères. L'aptitude à communiquer entre vous. Ça, c'est compliqué, mais les engueulades saines sont très importantes entre cofondateurs. Et en fait, il suffit d'avoir un petit réflexe mental, c'est qu'à chaque fois, au début, à chaque fois que quelque chose est fait et que vous n'aimez pas, vous en parlez immédiatement, vous ne laissez jamais rien passer. Ça crée des ambiances assez insupportables en termes de confort mental, mais c'est extrêmement sain parce que très vite, vous voyez si les conflits se résolvent ou pas. Et notamment, je vous conseille de faire des choses extrêmes ensemble. Faites des choses extrêmes ensemble. Par exemple, si vous savez faire du bateau, allez faire du bateau. Dans le genre espace tout petit où les gens deviennent dingues en moins de 24 heures et ont envie de vous jeter par-dessus bord s'ils ne vous supportent pas, c'est juste magique. Mais surtout, communiquer. Je veux dire, vous savez, on en revient toujours aux histoires de... Ouais, ça fait longtemps que j'interviewe des thérapistes de couple. Et parce qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ces mecs-là parce qu'ils doivent sûrement avoir des techniques pour réparer les problèmes entre cofondateurs. Et ils m'ont tous dit la même chose, c'est qu'en général, quand ils arrivent en thérapie, c'est trop tard. Notre seul business, c'est de gérer la rupture de façon soft. Il n'y a jamais rien à rattraper, en fait. Et pourquoi il n'y a rien à rattraper? Parce que c'est des petites choses qui se sont accumulées pendant tellement longtemps que les gens ne sont même plus capables de les exprimer. Et donc, ils deviennent hystériques sur des détails. Hier, t'es pas rentré, tu m'as dit que tu rentrais à 20h, tu es rentré à 20h30, je te quitte. Ah merde. et en fait, la vérité, c'est que ce n'est pas du tout pour ça que la personne vous quitte. Mais c'est juste qu'il y a derrière 3 ans de passif, que ce passif est tellement compliqué et tellement enfoui qu'il est devenu instinctif et il est plus rationnel, qu'il ne trouve plus aucune forme d'expression rationnelle pour régler quoi que ce soit. Et donc, vous le passez en perte à profit, vous prenez 7 éléments et vous dites, bah, ça y est, c'est trop. Et donc, en plus, ça donne une situation absurde où l'autre croit sincèrement que c'est à cause de ça. Donc, il ne fait qu'une seule chose, c'est de se justifier sur ce truc. Et avec 2 schémas. Soit il se dit, bah, en fait, c'est complètement illégitime, et donc il vous rentre dedans, et ça ne fait qu'empirer les choses. Parce qu'en plus de rompre, vous allez rompre sans être des amis. Soit il est en mode Jedi cool, bon, ok, j'ai compris, pas de problème, je pars, restons potes. Mais ça crée quand même une forme de... Et alors, un truc très drôle, c'est beaucoup plus facile de se remettre, je ne sais pas si c'est drôle d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de se remettre d'une rupture sentimentale que de se remettre d'une rupture de cofondateur. Vous n'imaginez pas.
Les ruptures de cofondateurs instillent un poison dans le cœur des gens qui est complètement flippant à voir. Et il faut voir, vous voyez des gens qui étaient les meilleurs potes du monde venir vous voir et vous voyez une distance incroyable. Et je pense que c'est Ben Horowitz qui le résume le mieux, qui dit de toute façon, il ne faut pas être con, il faut se poser une question toute bête. C'est comment des gens qui ont pu se voir tout nus pendant des années, dans un couple, à un moment décident de ne plus jamais se parler et de n'être incapable de se dire bonjour. Comment un phénomène pareil est possible psychologiquement. Donc imaginez qu'en plus il y a de l'argent en jeu, du succès, de la carrière. Vous passez combien d'heures par semaine à la maison? 10 heures au mieux. Si vous êtes chanceux, vous passez à peu près 10 heures. Bon, peut-être plus, je ne sais pas combien passent les gens normaux. Donc de toute façon, forcément, votre cofondateur, vous passez 40 ou 50 heures par semaine avec lui. Donc c'est beaucoup plus important en fait de communiquer. Donc un autre truc que j'ai remarqué, c'est que c'est extrêmement compliqué en disant les choses, en regardant les gens en face, dans les yeux, en leur disant. Donc il y a une technique toute bête. À chaque fois que quelqu'un fait un truc qui vous gonfle, vous allez derrière votre ordi, vous écrivez un email. Et ça, c'est Marissa Meyer qui a cette technique de management-là, que je trouve géniale, parce que Marissa Meyer dit, un email, tu peux humilier le mec à un point pas possible, tout est acceptable, alors que de vive voix, c'est extrêmement violent. Et donc, tu peux être encore plus dur avec les gens en l'étant par email qu'en l'étant en vrai. Et donc, si vous avez vraiment des choses très, très fondamentales à parler, envoyez-vous des emails. Et envoyez-vous des emails dès que vous avez le moindre doute ou le moindre problème. N'attendez jamais. Deuxième chose, parlez le plus rapidement des questions clés. Alors les questions clés, il n'y en a pas beaucoup. Combien vous voulez faire d'argent dans votre vie? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez besoin d'avoir la même ambition. Ça veut juste dire que vous devez comprendre l'autre. Vous imaginez pas le nombre de sociétés qui craquent après une offre de rachat que un veut accepter et l'autre ne veut pas, parce que la somme n'est pas assez haute. Au moins, si vous en avez parlé a priori, vous avez au moins un schéma mental. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les niveaux d'ambition sont rarement les mêmes. Et en général, derrière tous les conflits, il y a un désalignement sur l'ambition. Typique du conflit, moi je reste tous les soirs à travailler jusqu'à minuit. Toi, à 20h, tu es parti. Donc tu es un bien moins bon cofondateur que moi. Donc ça crée des problèmes. Souvent, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est plus feignant que l'autre. Je ne crois pas au fait qu'il y ait des gens plus feignants ou plus courageux. Je pense juste qu'il y a des gens qui ont des motivations plus hautes que d'autres et des objectifs plus hauts que d'autres. Et ce qui se passe en fait quand quelqu'un part à 20h, c'est qu'il dit juste, voilà, l'investissement acceptable que j'accepte sur ma vie, c'est 8h, 20h. C'est pas 8h, minuit. Et pourquoi? Parce que l'output que je veux, c'est m'acheter une jolie maison. Et si pour s'acheter une jolie maison et gagner quelques millions, il fallait travailler comme un dingue, ça se saurait. C'est pas vrai. Enfin, on peut très très bien gagner sa vie en ayant une vie très tranquille. J'ai un nombre de copains assez improbables qui font des affaires, font des trucs. Alors, ils ont beaucoup travaillé. En général, ils ont beaucoup travaillé les 2 premières années. Puis une fois qu'ils ont commencé à gagner leur vie, ils ont arrêté. Puis les trucs tournent et ils sont contents. C'est les mecs qui sont tout le temps en vacances. Et ils sont très bien. Et d'ailleurs, ils ont tous une caractéristique, c'est qu'ils sont solo fondeurs. Pour une raison très simple, c'est que c'est des mecs qui très vite ont compris que ça servait juste à rien de s'associer avec des gens parce que personne ne voudrait jamais avoir leur lifestyle et ils ne veulent pas parler avec les autres. Et c'est extrêmement bien. Donc en général, ils font des business très maîtrisés, avec très peu d'incertitudes. Et ils ont un seul critère, c'est de gagner leur vie. Et donc, ils s'alignent là-dessus. Si vous commencez à avoir des critères plus complexes, du genre je veux devenir un héros, je veux devenir une star, ou je veux de la gloire, ou je veux changer le monde, pour la version la plus noble de tout ça, d'un seul coup, votre vie devient compliquée si vous êtes tout seul à vouloir faire ça. Parce que les gens autour de vous, ils ne vont pas vous donner leur vie. Et ça s'applique aux cofondateurs, ça s'applique aussi aux employés. Ça va mourir de rire le nombre de gens qui se plaignent parce que les types partent à 17h le soir. J'ai embauché que des feignants. Non. Tu as juste embauché des gens qui, de toute évidence, n'ont pas le même alignement que toi sur l'objectif. Et n'ont pas la même ambition de vie. Et c'était ton rôle de le détecter, et c'était ton rôle de leur expliquer, et c'est ton rôle de ne pas les garder. Donc de toute façon, mettre ce genre de responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est n'importe quoi. Et donc, parler des questions clés le plus rapidement possible. Et le problème des questions clés, c'est que ça change dans la vie. C'est très, très, très facile d'être très ambitieux à 23 ans. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les plus grandes boîtes sont fondées par des gens jeunes.
C'est beaucoup plus compliqué quand dans l'équation intervient une femme, un mari, des enfants, un entourage, etc. Et c'est aussi pour ça que la plupart des grands fondateurs sont des gens relativement solitaires et égoïstes. C'est parce que forcément, c'est un prix extrêmement fort sur l'entourage et ce prix, il faut le payer. Est-ce que très sincèrement, vous avez envie d'être Steve Jobs? François Mitterrand a donné l'une des interviews les plus profondes à ce sujet que j'ai jamais vues. À la fin de sa vie, il y a El Kabbach qui l'a interviewé sur des questions métaphysiques. C'est une interview que vous pouvez regarder sur YouTube. Elle est assez fascinante. Et El Kabbach lui dit, est-ce que vous avez peur de la mort? Des trucs comme ça. Et Mitterrand fait des réponses très profondes. Il est le dernier président littéraire qu'on ait eu, je crois. Et à un moment, il lui dit, mais est-ce que devenir président, c'est compliqué? Et alors Mitterrand se gratte la main comme ça, et puis il prend son air très profond, qu'il a travaillé pendant des années devant sa glace. Et il dit, non, non, c'est extrêmement simple, il suffit de le décider, il suffit de le vouloir. Et El Kabbach, qui a fait 5 ans après une sorte de rétrospective sur cette interview, parce qu'il a fait une interview, il dit, bon, Mitterrand, c'est quand même un type assez arrogant. Regardez, il dit que c'est simple d'être président. Et je me souviens d'avoir entendu cette phrase, je me suis dit, mais putain, mais espèce d'abruti, t'as rien compris. T'as même pas compris ce que le mec voulait dire. Ce qu'il voulait juste dire, c'est que les gens qui choisissent de l'être, bah, il y en a à peu près qu'un par génération. Et que quand on s'appelle DSK, par exemple, on n'a pas choisi d'être président. Parce qu'on t'explique que quand tu veux être président, tu ne couches pas à tout va avec la première venue. Et c'est juste plus fort que toi, tu couches quand même avec la... Et donc ça finit par te casser à la tête. Et tu trouves des excuses en chemin en disant « mais non, mais je ne comprends pas, c'est ma vie privée, machin. » Non, sauf que la première ligne, quand tu veux être président, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre ta vie privée et ta vie publique. Et que faire un choix aussi dingue, il faut déjà être un psychopathe. Il faut déjà pas être bien mentalement. Et que pour le faire, bah, il faut regarder Sarkozy. Je pense que ce type a décidé à l'âge de 4 ans de devenir président. Il l'est devenu. Et il l'est devenu contre tout, contre son mariage, contre sa famille, contre sa santé, Regardez Obama. Prenez une photo du début de la présidence Obama et une photo maintenant. Vous verrez comme c'est flippant. Vous tapez photo 2004, photo 2012, et vous comparez, vous allez juste halluciner. Et le problème, c'est que faire ce choix-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est exactement la même chose. Vous devez absolument définir l'objectif que vous voulez. Est-ce que vous êtes entrepreneur parce que vous ne voulez pas avoir de patron? Est-ce que vous êtes entrepreneur parce que vous voulez la gloire? Est-ce que vous êtes entrepreneur parce que vous voulez bien gagner votre vie? Est-ce que vous êtes entrepreneur parce que vous ne savez pas ce que vous faites? Est-ce que vous êtes... etc. Et le problème, c'est que ces ambitions-là changent dans le temps. Souvent, on dit aux gens, ayez ces discussions et prenez des décisions fermes. Et les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur en se disant « Ah putain, si je prends cette décision, je vais rester bloqué dans cette décision à vie. » Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'au moins, si le jour où vous changez de décision par rapport à ça, eh ben vous le ferez de façon consciente. C'est comme être donateur d'organes ou pas donateur d'organes. C'est une décision qu'on prend, on peut changer plusieurs fois de position dans sa vie. D'ailleurs, en général, plus on se rapproche de la mort, moins on a envie de l'être. C'est connu que les gens à 20 ans disent tous oui, et à plus de 50, ils disent tous non. C'est pas parce que les gens de plus de 50 ans sont cons. C'est juste que c'est de plus en plus réel dans votre tête. Donc d'un seul coup, et c'est exactement la même chose, c'est très facile de dire « Attends, moi, j'accepte, je refuse toute offre à moins de 100 millions » et de vous confronter à une offre de 60. C'est très compliqué. Et au moins, si vous avez dit « Je refuse toute offre à plus de 100 millions, à moins de 100 millions », ben les gens savent à quoi s'attendre. Et si vous décidez de quand même accepter une offre à 60, personne ne vous en voudra. Qui peut le plus, peut le moins. Vous pouvez toujours décider d'abandonner votre objectif. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est terrible, c'est de vouloir faire une boîte à 10 millions et de se comporter comme si on voulait être le prochain Bill Gates et de tourner tout le monde autour de soi complètement dingue. Et tout le monde n'a pas le même niveau d'ambition. Il y a une différence énorme entre être un ami avec quelqu'un et lancer une entreprise avec lui. Maintenant, ma théorie, c'est que vos cofondateurs vont devenir vos meilleurs amis. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Vous feriez mieux de lancer des boîtes avec vos amis qu'avec des inconnus.
Et souvent, on me dit, mais oui, mais moi, alors souvent, j'ai souvent le droit à un témoignage du genre, mais moi, je l'ai lancé avec mon meilleur pote et puis on se parle plus. Et moi, j'ai une réponse très simple à ça, c'est que tu as juste découvert qu'en fait, c'était pas ton meilleur pote. Je suis désolé pour toi, mais passe à autre chose. Donc, même s'il y a une différence, c'est important. Troisième chose, il faut être très en accord sur les rôles. Et il faut absolument décider qui est le leader le plus rapidement possible. Et le rôle de tous les autres membres de l'équipe, c'est de remettre en cause cette posture au quotidien et tous les jours. Vous ne pouvez jamais laisser le CEO se reposer sur ses lauriers. Vous ne pouvez jamais laisser le CEO vivre dans le confort de se dire « I'm CEO, bitch ». Mais vous devez toujours vous considérer de façon légitime quand les gens font leur rôle de CEO. Et donc, c'est un équilibre assez complexe à avoir. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas être en accord à 100% sur 100% des choses faites. Et vous devez être extrêmement stratégique sur le fait d'accepter les erreurs comme une partie extrêmement importante de l'expérience. Faire des conneries et faire des erreurs, ça participe à l'expérience et ça participe au fait qu'on devienne meilleur. C'est très important d'avoir une diversité d'expériences et des compétences. C'est terrible les équipes où il y a 2 ingénieurs ou 2 designers ou 2 je ne sais pas quoi. Et si vous avez le même profil dans l'équipe, faites en sorte d'apprendre des choses et de vous spécialiser par rapport à vos goûts. N'embauchez pas des gens qui vous ressemblent. Et ça, c'est important pour garder l'équilibre. En général, les équipes fondatrices sont tellement homogènes sur la philosophie que vous devez créer dans vos embauches un peu de tension pour mettre de la distance entre l'équipe et vous, pour vous rappeler à la réalité, pour vous rappeler au vrai monde. Et vous jouez à un jeu permanent qui est que d'un côté, vous tapez très fort en faisant semblant que vous voulez toujours ramener les gens à exactement ce que vous êtes. Et vous espérez que vous tomberez sur des gens qui résisteront de toute leur force. Et je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est un jeu où la résistance compte énormément et la tension compte énormément. L'archétype de la bonne équipe, c'est le hacker, hustler, designer. C'est la combinaison rêvée si les gens partagent une culture commune, profonde. Ah oui, alors les équipes de Biz Guy, évidemment, déjà quand il y en a un, c'est pas terrible, mais alors quand il y en a 3, là je vous dis pas la cata. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui ont un background biz derrière eux et école de commerce, vous devez juste comprendre un truc, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé de fonder une boîte, vous n'êtes plus dans ce rôle-là et vous devez apprendre à faire plein d'autres choses. Et moi, je suis partisan de la théorie du signal. Avoir fait une grande école de commerce, à un moment donné, ça veut dire qu'on a été capable de se conformer à une culture, à des codes, à des examens, à des choses compliquées dans un environnement concurrentiel. Et ça, c'est un élément génial. Parce que ça veut dire qu'un jour, en jouant à un jeu, vous avez gagné. Mais si vous croyez que de fait d'avoir gagné à ce jeu-là, vous êtes de facto un grand CEO ou un grand entrepreneur, vous êtes paumé, vous êtes perdu. Et il faut absolument comprendre que le jeu auquel vous jouez est un nouveau jeu. Et c'est un jeu auquel vous devez tout réapprendre depuis zéro. Et vous devez tous les jours être dans une démarche d'apprentissage. L'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage permanent. Je ne sais pas si vous connaissez la série Le Caméléon. Vous connaissez, si vous avez grandi avec ça? Et ben, en fait, je pense que les bons CEO, c'est ça. C'est des gens qui sont capables d'apprendre n'importe quel métier tous les jours. Et c'est des gens qui vous répondent jamais « je ne sais pas faire ». C'est des gens qui vous répondent « c'est pas grave, je le ferai mal ». Et c'est pas grave, on va avancer. Et d'ailleurs, petite leçon de management, la pire chose que vous puissiez faire dans votre vie, c'est sous-traiter quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est la meilleure façon de se faire arnaquer, c'est la meilleure façon de perdre en légitimité, c'est la meilleure façon de perdre en crédibilité. On ne sous-traite que ce qu'on connaît bien. Et on fait tout ce qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, on sous-traite tout ce qu'on aime et on fait tout ce qu'on nous emmerde. C'est un autre point. Souvent, les gens vous disent « ouais, moi, je ne suis pas bon en ça, je l'ai sous-traité ». Ah bah putain, merde. Ça m'emmerde. Bah, bonjour la cata. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'être plusieurs. Parce que ça permet de se répartir les choses. Parce qu'on ne peut pas non plus… c'est pour ça qu'être 2 ou 3, c'est plutôt pas mal. Mais pensez que l'équipe fondatrice doit avoir toutes les cordes à son arc sans exception. Même si aucun des 3 n'est le comptable, il y en a forcément un qui est responsable des finances. Et il ne sous-traite pas un comptable aveuglément. Il s'occupe de la question. Même s'il n'y en a aucun des 3 qui est designer, il y en a forcément un qui s'occupe du design avec les designers et qui tous les jours va apprendre à être un meilleur designer.
et qui tous les jours va lire des choses sur le design. Donc à 2 ou à 3, vous devez faire la corde complète des compétences et vous devez l'écrire. Et vous devez voir dans quoi vous avez des lacunes et dans quoi vous devez apprendre. Et vous devez avoir une approche extrêmement systématique vis-à-vis de vos lacunes. Il n'y a rien que vous ne sachiez pas, que vous ne puissiez pas apprendre dans notre monde. Vous avez Google, quoi. Je veux dire, vous avez de la chance. On vient au sujet des agences. Alors, il y a un problème quand on a une agence. Ce n'est pas que c'est impossible de travailler avec une agence, mais la première chose, c'est que l'agence ne doit pas être associée. L'agence, c'est un prestataire que vous payez. Alors, pourquoi c'est très important? Parce qu'un bon prestataire, c'est quelqu'un qu'on met sous pression. Un associé, vous pouvez pas tout lui demander. Un prestataire, vous pouvez tout lui demander. Donc, au maximum, faites en sorte de pouvoir maîtriser les choses vous-même parce que vous avez besoin de les maîtriser sur le long terme. Maintenant, si vous arrivez à trouver une agence qui est assez dingue pour vous accompagner sur le long terme et donc de perdre objectivement et structurellement un pourcentage de leur rentabilité en échange d'une part de votre boîte, ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas un associé. Un associé, c'est quelqu'un avec qui vous parlez de la stratégie d'une boîte. Vous ne parlez pas de la stratégie d'une boîte avec un partenaire. Et au passage, la seule façon de payer les gens, c'est de payer les gens. Ce n'est pas parce que vous payez les gens en actions que vous ne leur donnez pas d'argent. Donc, si vous voulez travailler avec une agence, au lieu de dire « je vais te filer 20% ou 30% ou 40% de ma boîte », ce qui est juste complètement… Ça crée des situations où soit les gens… Soit vous dites « je te file 10% de ta boîte » et le type délivre et il aurait dû avoir 30 et il vous en veut à vie. Soit vous lui dites « je te file 30% » et le type délivre l'équivalent de 5 et après vous traînez un boulet à jamais parce qu'un jour vous étiez en galère de designer et que maintenant vous avez tous les designers du monde qui veulent vous rejoindre. Donc il y a une façon extrêmement simple de faire ça. C'est que l'agence a un prix à l'heure. Vous prenez ce prix à l'heure. Vous rajoutez sur ce prix à l'heure public une prime de risque, parce que mine de rien, ils prennent un risque. Donc ça donne un nouveau prix. Et ce prix, c'est une dette que vous leur devez. Et cette dette, vous avez deux façons de la payer. Vous pouvez la payer une partie en action et une partie en cash. Mais ce que les gens doivent faire, c'est de vous faire un crédit qui est payable en action. Et vous payez les actions à quel moment? Vous les payez le jour où la valo de votre boîte a été décidée par un acteur extérieur. Donc, vous convertissez à chaque round. C'est un peu technique ce que je viens de raconter, mais c'est la seule façon de correctement travailler avec une agence. N'embauchez aucun bizdev avant le lancement de votre produit. Ne scalez jamais prématurément. Soyez toujours en retard par rapport à l'état de votre boîte. Vous ne devez pas être dans l'anticipation, vous devez être dans la résolution de problèmes. Vous ne voulez pas être dans l'anticipation, vous voulez être dans l'optimisation. Et donc, s'il n'y a rien à optimiser, vous ne faites rien. Les ingénieurs ont besoin de 3 types de management. Un management personnel, processus et technologique. Il faut absolument que vous connaissiez la différence. Il faut que vous compreniez que les gens qui font des produits ne sont pas des gens comme les autres, qu'ils ont des particularités. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile si vous avez… D'ailleurs, et là, je parle surtout des mecs qui n'ont pas de cofondateur technique. Ça, c'est des choses qui sont très évidentes et très naturelles pour les équipes où il y a un CTO naturel. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un CTO naturel que votre boîte est perdue. Vous pouvez très bien travailler avec des agences. C'est juste que vous devez comprendre comment manager ces agences et vous pouvez très bien travailler avec des salariés. C'est juste que vous devez comprendre comment manager ces salariés. Donc, la meilleure façon de faire, c'est coder un petit truc. Apprenez à coder un truc à la con. Je sais pas, faites un calendrier en 30 jours ou Ruby on Rails en 30 jours. Le but du jeu, ce n'est pas d'être un programmeur. Le but du jeu, c'est de comprendre empathiquement qu'est-ce que ça implique personnellement de coder et où ça fait mal. Parce qu'il y a des endroits où ça fait mal quand on code. C'est de comprendre le process et donc comment on le gère. Et surtout de comprendre les technos choisis. Le minima de n'importe… Il devrait y avoir au moins un cofondateur dans l'équipe qui connaisse toutes les différences et tous les plus et les moins de techno. C'est quand même le b.a.-ba, quoi. Parce que sinon, c'est des coups à se faire enfumer. Moi, je connais des gens qui ont fait du haut camel parce qu'ils n'ont pas pris cette question au sérieux, quoi. Rigole pas, toi. Te moque pas de moi. Déterminez qui vous êtes et ayez la conversation avec votre équipe. Et à chaque fois que vous avez un nouvel entrant, insistez beaucoup plus sur la culture que ses compétences. Privilégiez toujours un type, sur les 100 premiers employés,
Privilégiez toujours la culture à la compétence. C'est de la connerie de croire que c'est les gens les plus compétents au monde qui font les meilleures équipes. Ça se saurait. De toute façon, regardez l'équipe de France de foot, quoi. Vous aurez la démonstration de ce que ça donne un groupe d'individualités, de talents mis ensemble, quoi. Résultat, il n'y en a pas un qui passe la balle à l'autre. Ouais, super, on est la meilleure équipe du monde. Regarde, sur le papier, on avait tout pour réussir, mais bon, la vie, ce n'est pas une checklist. La façon dont les cofondateurs se disputent est la clé pour prédire le succès d'une équipe. Donc, tout à l'heure, je vous disais, privilégiez les situations extrêmes. Mettez-vous dans des situations dingues où vous êtes forcé de vous engueuler et voyez comment vous gérez les conflits et gérez-le le plus vite possible. Parce que vous savez, vous avez les rancuniers. Les rancuniers, ça ne fait pas de start-up. Ça ne marche pas. Ça, c'est un trait de caractère. Si vous voulez un truc qui est vraiment, où on ne peut pas revenir dessus, etc., c'est les gens qui ont leur ego au mauvais endroit. Vous savez, récemment, je suis tombé sur une équipe que j'ai failli prendre et que je n'ai pas pris. Parce que les mecs m'ont posé la question, on fait une interview et on se demandait s'il fallait qu'on soit 2 sur la photo ou tout seul. Ou si c'est tout seul, c'est lequel des 2 qui doit être dans la photo de l'article. Et j'ai couru très loin. D'ailleurs, les amis, si vous regardez cette vidéo, ce message est juste pour vous. Quand on a ce genre de discussion et quand ce n'est pas naturel, ce genre de conneries, ça finit toujours très mal. En général, la lune de miel se passe toujours très bien. Et ensuite, il y a des problèmes qui arrivent juste après ça. Un des problèmes, un des fondateurs ne délivre pas. La start-up, le statut de fondateur donne une participation dans l'entreprise, pas l'immunité. Ce n'est pas une légitimité, ce n'est pas une immunité. Ce n'est pas parce que vous avez été au début de l'entreprise que vous êtes là jusqu'au bout. Vous avez 2 choix à ce moment-là. Vous pourriez tout simplement vous débarrasser de lui ou, s'il est bon, le mettre dans une position où il peut réussir. Mais c'est toujours, ça c'est le CEO call. Et il ne faut pas oublier que même les cofondateurs sont virables. C'est pas... on n'est pas des entreprises japonaises, on n'a pas un boulot à vie. Hein. Enfin, les gens peuvent très bien faire autre chose de leur vie. Il faut arrêter ces conneries de trucs. De toute façon, en tant que fondateurs, ils ont eu leur part dans l'entreprise et vous avez déjà payé le prix de leur travail. La question, c'est est-ce que vous continuez à payer un prix supplémentaire? N'oubliez pas que en tant que salarié dans l'entreprise, même en tant que fondateur, vous êtes payé. Et vous avez 2 choses. Vous avez votre participation capitalistique. Ça, c'est on reconnaît ce qui a déjà été fait. Et vous avez votre salaire et vos bonus, c'est ce qu'on reconnaît que vous pourriez faire de plus. Donc, il ne faut jamais hésiter à re-switcher les gens de rôle en rôle. Deuxième problème très standard, le produit est en retard. Il faut faire très, très, très attention avec ça. Il faut faire très attention avec les deadlines et il faut faire très attention avec le rapport que vous avez aux deadlines. Alors, quand le produit est en retard, vous ne devriez jamais l'admettre. C'est toujours un problème d'avoir du retard. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut dire que c'est un problème et ça veut dire qu'on le traite. Donc, vous avez des no bullshit conversations. Décidez sans pitié sur les changements de rôle si c'est répétitif. Allez scaler back à la taille, complexité, coolness de votre produit. Très important. Admettez à vos investisseurs que vous avez raté et donnez-leur une date que vous pouvez accomplir. Ça, c'est si vous avez des investisseurs. Communiquez toujours avec l'extérieur vos problèmes. Et surtout, après, vous retournez au travail et vous oubliez ce retard. Et ce n'est pas grave, on passe à la suite. Mais à chaque fois que quelque chose foire, vous devriez toujours faire un post-mortem. C'est une pratique extrêmement importante. Et ce post-mortem, vous le faites entre cofondateurs, ça ne regarde personne d'autre. Pareil, sachez où est la transparence, où est l'intimité. Troisième problème, les ventes ne répondent pas aux projections. Alors ça, c'est typique. On est dans le wishful thinking, on est sûr que ça va vendre vachement bien, ça ne vend pas. Assez classique comme problème. Pareil, on traite le problème. Comment vous en êtes arrivé là? Que faire maintenant? Quatrième problème, notre équipe ne s'entend pas bien. Ben là, je suis désolé, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de formule magique. Et vaut mieux se séparer au bout de 6 mois que se séparer au bout de 4 ans. Ce n'est pas très grave de rater son association et de passer à autre chose. 5. La presse, analyste, blogosphère nous critique. Et ça, si vous avez le malheur de transformer n'importe quelle critique extérieure en une critique
porter contre votre cofondateur et ne pas savoir résister face à ça, vous êtes mort. Souvenez-vous, au tout début, les critères qu'on avait, amitié. S'il suffit d'une critique dans la presse ou s'il suffit d'une critique extérieure pour que vous lâchiez vos cofondateurs ou vous leur en vouliez, vous n'êtes pas une bonne équipe. C'est extrêmement important d'être conscient de ça. Vous avez besoin de bâtir une sorte de distorsion de mauvaise foi. Ça ne veut pas dire qu'entre vous, vous n'êtes pas très très dur. Vous imaginez pas le nombre de gens qui essaient de vous monter les uns contre les autres. C'est un truc… les fondateurs n'imaginent pas cette pression-là parce qu'ils se souviennent du début quand tout le monde les ignorait. Mais à partir du moment où il commence à y avoir du succès, c'est là où tous les piques-assiettes arrivent. Vous savez, les piques-assiettes n'ont pas besoin d'être là au début. Hein. Vous savez, une boîte qui peut avoir… Regardez tous les gens qui ont rejoint Facebook quand il y avait 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard, c'est un succès énorme. Ils ont tiré une part du succès bien plus importante en termes de rapport risque-bénéfice que les gens qui étaient là le premier jour. Hein. Et tous ces gens vont venir et vont vous agresser. Si vos investisseurs vous gèrent comme des gamins de 5 ans, c'est de votre faute. Et vous en êtes arrivé là parce que vous leur avez trop demandé leur avis et trop souvent. Ne demandez pas. C'est pas parce que vous avez des investisseurs que vous devez passer votre temps à brainstormer avec eux. Ça ne sert pas à ça, un investisseur. Ce qui sert à brainstormer, c'est votre équipe. Si votre équipe n'est pas capable de prendre des décisions, vous êtes mort. Et dernier point, c'est que de toute façon, une bonne équipe ne se repère que dans l'adversité. Et vous verrez, dès que vous aurez les premiers moments d'adversité, si vous avez besoin de gérer vos cofondateurs et de les câliner, et de les co-gérer, de je ne sais pas quoi, eh ben, je peux vous dire que ça, c'est que le début des emmerdes et que quand le problème va être beaucoup plus gros, les catastrophes vont être beaucoup plus grandes. Donc, c'est dans l'adversité. Même si, vous savez, les très bonnes équipes, ça ne se passe pas terrible dans les bons moments. On a l'impression qu'ils se chamaillent, machin. Mais quand il y a des putains de crises, d'un seul coup, vous avez une armée devant vous et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est à ça qu'on reconnaît une très grande équipe et c'est à ça que vous voulez atteindre. Merci beaucoup.